Bonjour à tous et bienvenue. Les repas de famille sont censés être des moments de joie, de partage. Mais que se passe-t-il quand la table que vous avez dressée avec amour pendant des décennies devient le théâtre de la plus cruelle des trahisons? Imaginez entendre ces mots, non pas d'un ennemi, mais de votre propre famille. Vous ne comptez plus, mamie. C'est mieux que vous restiez seule ce soir. C'est l'histoire de Hélène, 66 ans, une mère et grand-mère qui, un soir de réveillon, comprend qu'elle n'est plus qu'un poids pour ceux qu'elle a aimés toute sa vie. Poussée vers la sortie par ses propres enfants, qui ne voient en elle qu'une vieille femme dont il faut gérer l'héritage, elle se retrouve seule, humiliée et abandonnée. Mais ce que ses enfants ignorent, c'est qu'en la croyant faible et finie, ils viennent de réveiller une force qu'ils n'auraient jamais dû sous-estimer. Derrière le silence de cette femme brisée, une contre-attaque implacable se prépare. Restez avec nous pour découvrir comment Hélène, armée de son silence et d'une intelligence redoutable, va leur donner une leçon qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Vous ne comptez plus, mamie. C'est mieux pour tout le monde que vous restiez seule ce soir. Ces mots ont claqué comme une gifle glaciale dans le silence de ma cuisine. Je suis restée debout, la main encore posée sur le dossier de la chaise, incapable de répondre, incapable même de respirer. Ma petite fille a détourné les yeux aussitôt après les avoir dits, et mon gendre l'a entraînée vers la voiture sans un regard pour moi. La portière a claqué, et les rires ont éclaté dans la nuit laurienne comme si de rien n'était. Ils sont partis tous les trois, me laissant seule dans cette maison où chaque mur résonnait encore des souvenirs que j'avais bâtis pour eux. J'ai 66 ans, je m'appelle Hélène, et j'ai passé ma vie entière ici, à Verdun, à servir ce que j'aimais, à aimer sans compter. Mais ce soir-là, j'ai compris. Je n'étais plus qu'un poids, un embarras qu'on range dans un coin et qu'on oublie, un cœur qui ne servait plus à rien. Je me suis assise lentement. Mes mains tremblaient. J'avais pourtant tout préparé pour ce réveillon. La nappe brodée que ma mère m'avait laissée, le vin de Moselle que mon mari Philippe adorait, le rôti qui finissait de tiédir sous sa cloche argentée. Tout ça pour rien. Personne ne viendrait. Pas même ma fille, pas même mon petit-fils. Ils avaient mieux à faire ailleurs. J'ai levé les yeux vers la fenêtre. Dans la cour, la voiture reculait déjà, ses phares jaunes découpant le gravier humide, et dans la lumière, j'ai vu le sourire de ma fille. Ce sourire presque satisfait qu'elle portait depuis des mois, ce sourire qui disait « enfin débarrassée ». Là, à cet instant, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas seulement mon cœur, non, plus profond encore. Quelque chose de silencieux et définitif. Je suis restée un moment sans bouger, le regard fixé sur la porte close. Puis j'ai attrapé ma tasse froide déjà, et je l'ai reposée dans l'évier. J'ai éteint les bougies, et j'ai respiré longuement, comme si, pour la première fois depuis des années, j'aspirais un peu d'air pour moi seule. Alors, dans la lumière faible de la cuisine, j'ai ouvert le tiroir où j'avais rangé les papiers, le titre de propriété de la maison, les relevés de compte, la clé du petit coffret que j'avais laissé à la banque depuis la mort de Philippe. Ils croyaient que je ne voyais rien, que j'étais trop vieille, trop naïve pour deviner leurs messes basses, leurs regards entendus, leurs projets murmurés quand ils pensaient que je dormais. Mais je voyais, je savais, et ce soir, je décidais. Je ne leur dirai rien, mais je les laisserai découvrir qu'une mère peut elle aussi avoir des secrets. Je suis montée dans ma chambre, le cœur lourd, mais l'esprit étrangement clair. Demain, je serai la même aux yeux de tous. La vieille Hélène, discrète, douce, oubliée. Mais en dedans, j'étais déjà quelqu'un d'autre, une femme qui ne courberait plus l'échine, qui saurait attendre son heure. Et vous, qui m'écoutez aujourd'hui, oui vous là, derrière votre écran ou votre téléphone, dites-moi, d'où venez-vous? Quelle est votre histoire? Laissez-la en commentaire. Je suis là, je lis, je vous écoute toujours. Ce soir-là, j'ai soufflé les bougies, comme on souffle sur une vieille vie. Puis je me suis glissée dans mes draps, un mince sourire aux lèvres. Parce que je le savais désormais, le silence aussi peut être une arme. Et la mienne, je venais juste de la dégainer. J'ai mal dormi cette nuit-là. Non pas à cause des larmes, j'en avais plus,
mais parce que les souvenirs sont revenus un à un, obstinés, comme s'ils avaient attendu ce moment pour frapper à la porte de ma mémoire. Quand l'aube a enfin percé la brume de Verdun, je me suis levée dans le silence glacé de la maison, et comme poussée par une force que je ne m'expliquais pas encore, j'ai pris une vieille boîte en fer du haut de l'armoire, celle où j'avais gardé les photos, les lettres, les petits morceaux de vie d'autrefois. Je me suis assise à la table de la cuisine face à la fenêtre embuée, et j'ai commencé à feuilleter. Il y avait la photo de Philippe et moi prise le jour de notre mariage civil. Lui en costume sombre, moi en tailleur crème avec un chapeau un peu trop grand pour ma tête. J'avais 21 ans. On avait cette lueur dans les yeux qu'on ne retrouve qu'une fois dans sa vie, celle des gens qui croient encore qu'ils sont plus forts que tout. Je me suis souvenue de cette époque avec un pincement de nostalgie. Nous n'avions rien sinon la fermeté de ses parents et la maison de pierre qu'on avait retapée de nos mains. Il travaillait chez un scieur de la région. Je donnais des leçons de couture aux filles du village pour arrondir les fins de mois. Nos mains étaient toujours couvertes de poussière, de savon ou d'égratignures. Mais nos cœurs étaient pleins. Chaque printemps, on plantait des rosiers devant la façade. C'était une lubie à lui. Il disait que la maison aurait toujours l'air habitée, même quand nous serions partis travailler au champ. Et il avait raison. Même après toutes ces années, il fleurissait encore ces maudits rosiers, et je continuais de les tailler comme s'il était là, derrière moi, pour me corriger. Puis sont venus les enfants. Sophie d'abord, ma fille aînée, puis Olivier, et enfin Julien. 3 bébés rapprochés, 3 bouches à nourrir. Je me rappelle les longues nuits d'hiver où Philippe et moi dormions à peine, bercés par les pleurs de l'un ou de l'autre. Pourtant, nous n'avons jamais pensé à autre chose qu'à eux. Tout tournait autour d'eux. Chaque franc économisé allait à leurs vêtements, à leurs fournitures scolaires, à leur goûter. Même lorsque Philippe a perdu son emploi après la fermeture de la scierie, nous avons continué de tenir bon. Lui a fait des petits boulots de charpentier. Moi, je passais mes soirées à repriser les habits des voisins. On avait l'impression qu'il fallait toujours plus d'argent pour qu'il soit heureux, et on trouvait toujours un moyen. Sophie était vive, jolie, capricieuse. Parfois je la faisais danser dans la cuisine quand elle était petite, et je pensais alors qu'un jour elle ferait de grandes choses. Elle me confiait tout, ses rêves, ses chagrins. Je croyais qu'elle m'aimait. Olivier, lui, était plus réservé. Il aimait bricoler avec son père dans l'atelier et me ramenait des bouquets de fleurs des champs qu'il laissait maladroitement sur la table. Et Julien mon dernier, celui qui venait s'assoupir dans mes bras même après avoir passé ses 10 ans. Celui qui ne voulait pas quitter la maison pour aller à l'école tant il s'y sentait bien. Avec les années, tout a changé, mais nous sommes restés au même endroit. Nous avons travaillé encore et encore pour leur offrir une vie meilleure. Quand Philippe est tombé malade, la maison était presque entièrement payée. Nous avions quelques économies à la banque. Je croyais alors qu'une fois seuls tous les deux, nous profiterions enfin du fruit de nos sacrifices. Mais il est parti trop tôt, et moi je suis restée pour eux. Après les funérailles, les enfants sont revenus plus souvent au début, des visites rapides, prétextant toujours une course à faire ou des enfants à récupérer. Sophie déjà avait ce ton un peu sec quand elle me parlait, comme si j'avais manqué quelque chose, comme si je devais toujours et encore prouver ma valeur. Puis les visites se sont espacées. Quand ils venaient, c'était pour demander. Une aide pour un prêt, une caution pour un appartement, un petit coup de main pour payer la crèche, toujours avec ce sourire plein de gratitude, mais sans jamais se demander ce que moi je voulais. Personne ne m'a jamais demandé ce que moi je voulais. Je leur donnais tout ce qu'ils demandaient. Je serrais la ceinture, je puisais dans mes économies, je vendais parfois un bijou que Philippe m'avait offert. Ils partaient, contents d'eux-mêmes, laissant derrière eux un silence encore plus pesant. Je pensais qu'en continuant de donner, ils finiraient par revenir vers moi d'eux-mêmes, par amour. Mais en lieu de ça, ils prenaient plus et revenaient moins. Je revois encore Sophie debout dans cette même cuisine il y a quelques mois. Elle comptait des billets sur la table. Elle disait que c'était pour Lucas, son fils, qu'il avait besoin d'une nouvelle paire de chaussures de sport, d'une inscription à un stage. Je n'ai rien dit. Je n'ai jamais rien dit. Même quand je voyais qu'elle portait une veste neuve et des boucles d'oreilles que je savais hors prix, je ne disais rien, parce que c'était ma fille, parce que je croyais que c'était ça, être une mère. Alors je me suis laissée faire, toujours. J'ai encaissé ses remarques sur ma mémoire prétendument défaillante, sur la maison qu'elle trouvait trop vétuste, sur mon entêtement à rester seule ici. Je n'ai pas réagi quand Olivier et Julien ont commencé à se disputer à voix basse, pensant que je ne les entendais pas, sur la façon de gérer la maison, de prévoir pour plus tard. Je me disais qu'ils étaient juste maladroits, qu'ils voulaient mon bien. Et puis il y a eu ce soir-là, ces mots-là, ce « vous ne comptez plus ».
jeté comme une pierre dans la mare, et d'un coup, tout s'est éclairé. Ce n'était pas de la maladresse, ce n'était pas de l'amour, c'était un calcul depuis des années, depuis toujours peut-être. Et moi, j'avais été assez stupide pour ne pas le voir. Alors je me suis promis, en fermant la boîte en fer, que ce serait la dernière fois qu'on me traiterait comme une ombre dans ma propre maison. Ils avaient cru que j'étais faible, ils avaient tort, parce que je connaissais désormais la plus grande vérité de ma vie. Ce silence que j'avais pris pour de la résignation était ma plus grande arme, et je comptais bien m'en servir. Les semaines qui ont suivi cette soirée ont été les plus longues de ma vie. Il y avait en moi comme un vide nouveau, une lucidité presque douloureuse qui rendait chaque humiliation plus tranchante, chaque parole plus lourde. Je continuais pourtant de jouer mon rôle, celui de la grand-mère discrète et aimante. Mais désormais, je regardais tout, j'écoutais tout, je retenais tout. Sophie venait encore de temps en temps, mais plus pour Lucas que pour moi. Elle s'asseyait à la table de la cuisine avec ce sourire poli qui me donnait envie de la gifler. Elle m'a demandé comment j'allais, sans attendre la réponse, puis glissait rapidement sur ce qui l'intéressait vraiment, mes comptes, mes papiers, mes projets. Tu devrais peut-être commencer à réfléchir à une maison médicalisée, maman. À ton âge, on ne sait jamais. Elle disait cela en m'appelant maman d'une voix douce, mais je sentais le mépris sous-jacent. Je souriais et je hochais la tête. Oui, ma fille, je vais y penser. Olivier aussi avait ses manières. Il prenait le ton du fils raisonnable, celui qui veut protéger sa mère contre elle-même. Cette maison te dépasse, maman. Tu devrais la vendre. Avec l'argent, tu pourrais t'offrir une vie plus simple, plus confortable, et nous on s'occuperait de tout. Bien sûr, toujours nous. Comme si j'étais incapable de décider moi-même. Comme si j'avais perdu la tête. Et puis Julien, mon dernier. Lui, il ne disait rien, mais ses regards en disaient long. Il me scrutait à l'aube des yeux pleins d'une condescendance glacée, comme si j'étais déjà vieille et sénile. Il soupirait quand je laissais tomber une cuillère, il levait les yeux au ciel quand j'oubliais un prénom ou une date, et toujours ces mots qu'il murmurait parfois à Sophie, pensant que je n'entendais pas. Elle n'en a plus longtemps, de toute façon. Je restais silencieuse. Je me levais la nuit pour marcher dans la maison. Je caressais les murs en porte que nous avions posés ensemble, Philippe et moi. Et je me disais que je n'avais pas travaillé toute ma vie pour qu'on me traite comme une idiote, pour qu'on me dépouille doucement comme en plume une volaille. Lucas, lui, continuait à venir me voir parfois, en cachette. Il semblait mal à l'aise, comme s'il portait un fardeau dont il n'osait pas parler. Je voyais bien qu'on lui demandait de m'observer, de me répéter, de m'amadouer. Et pourtant, quand ses yeux croisaient les miens, il y avait toujours quelque chose qui résistait. Quelque chose que je l'espérais, ne ressemblait pas encore tout à fait à de la trahison. Je n'oublierai jamais un dimanche après-midi où Sophie a osé me dire en riant doucement « Tu sais, maman, tu devrais nous confier la gestion de tes comptes. À ton âge, on peut faire des erreurs sans se rendre compte. » Et là, elle avait osé ajouter « C'est pour ton bien. » Ces 4 mots m'ont brûlé les oreilles. Pour mon bien, comme si voler ma dignité, ma maison, ma tranquillité pouvait être pour mon bien. Je faisais semblant de ne pas remarquer quand elle ouvrait les tiroirs en douce, quand Olivier photographiait mes papiers pour s'y retrouver, quand Julien s'attardait dans la cave à regarder les bouteilles et les vieilles valises. Je faisais semblant d'être cette vieille femme faible et confuse qu'ils avaient envie de voir en moi, parce que c'était ce qu'ils attendaient. Parce qu'à force de mépriser votre silence, les gens oublient que vous voyez tout. Chaque fois qu'ils quittaient la maison, je restais seule dans la cuisine, la tête dans mes mains, le cœur serré. Ils parlaient de moi, comme si je n'étais plus là. Ils me planifiaient une fin comme on planifie des vacances. Et moi, je serrais les poings sous la table, parce que je savais qu'un jour je me lèverais et je leur rendrais tout, sans crier, sans frapper, juste avec ce même silence qu'ils croyaient être une faiblesse. Et plus les humiliations s'accumulaient, plus ma détermination grandissait. Ils croyaient peut-être que je n'étais qu'une vieille femme fatiguée, mais je n'étais pas finie, pas encore. La vérité est arrivée par hasard, comme tombée du ciel. Une fin d'après-midi de janvier, alors que la neige commençait à recouvrir les toits de Verdun, j'ai entendu des voix dans le jardin. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai vu Sophie et Olivier emmitouflés dans leurs manteaux, debout près du portail. Ils pensaient que je faisais la sieste. Je n'ai pas bougé. Je me suis cachée derrière le rideau et j'ai tendu l'oreille. Le notaire a dit qu'elle n'avait encore rien signé. La voix de Olivier était basse mais ferme. On doit accélérer. Si elle meurt sans avoir fait de donation, on perdra des droits monstrueux. Je le sais, mais elle est tellement têtue. Si on attend trop, elle va finir par tout gaspiller.
Il faut qu'on la convainque ou qu'on s'arrange pour qu'elle ne puisse plus décider. » Ces mots ont planté en moi comme des poignards. Ils voulaient me faire signer. Ils voulaient que je leur cède la maison avant de mourir, pour éviter d'avoir à payer d'impôts. Pas pour mon bien comme ils le prétendaient depuis des mois, mais pour eux, rien que pour eux. Je me suis assise dans l'ombre, le cœur battant. Quelques jours plus tard, la preuve m'est tombée dans les mains. Dans le buffet où Sophie rangeait ses papiers quand elle venait, elle avait oublié une pochette cartonnée. Je n'ai pas résisté à la tentation de l'ouvrir. Et là, j'ai vu les photocopies. Un projet d'acte de donation de la maison à son nom et celui de Olivier, avec la date laissée en blanc, et une procuration préparée, prête à être signée. En haut de la première page, en lettres nettes, il y avait mon nom, Hélène Thibault, et en bas, la ligne signature, vide, comme si y était déjà morte, comme si je n'étais déjà plus qu'une formalité. Je me suis assise longtemps à la table à lire et relire ces documents. Leur plan était clair maintenant. Depuis des mois, ils me parlaient de maisons médicalisées, de fatigue, d'incompétence. Ils guettaient la moindre faiblesse, le moindre faux pas pour me pousser à signer. Ils avaient même prévu d'aller voir un médecin pour qu'il atteste que ma mémoire faiblissait. Tout était écrit noir sur blanc dans une petite note glissée entre les papiers. Certificat médical pour établir incapacité si refus persistant. Alors tout est devenu limpide. Les murmures derrière mon dos, les regards échangés quand je laissais tomber mes clés, les sourires en coin quand je cherchais mes lunettes. Ce n'est pas des maladresses. C'était une mise en scène, une longue pièce de théâtre dont j'étais le personnage principal et le pigeon. Je me suis relevée. J'ai remis la pochette exactement là où je l'avais trouvée, comme si je n'avais rien vu. J'ai remis le buffet en ordre, puis j'ai allumé la bouilloire et j'ai préparé une tisane, comme si de rien n'était. Mais en moi, quelque chose avait changé. Il n'y avait plus ni tristesse, ni honte, ni même colère. Il n'y avait plus que la glace d'une certitude froide. J'ai su ce jour-là que le moment était venu pour moi d'entrer en scène à mon tour. Il croyait que j'étais vieille, il croyait que j'étais faible, il croyait que je signerais, il se trompait. Je me suis assise dans le fauteuil de Philippe, face à la fenêtre. Je regardais la neige tomber doucement sur le jardin, sur les rosiers encore couverts de givre. Et je me suis dit, alors, c'est comme ça qu'on en finit avec une mère ? C'est comme ça qu'on dépouille une femme de sa maison ? Mais je n'étais pas encore finie, pas encore. Je suis restée là jusqu'à la nuit, les mains croisées sur mes genoux à imaginer la suite. Chaque détail, chaque étape. Je savais déjà qui j'allais appeler, et je savais surtout que je ne leur dirais rien, pas un mot. Je les laisserais croire que j'étais encore cette pauvre vieille femme qui ne comprend rien. Et quand le moment viendrait, ils découvriraient qu'on ne joue pas impunément avec le silence d'une mère. Le lendemain matin, je me suis levée plus tôt que d'habitude. La maison dormait encore, figée dans le froid de février. Même moi, je sentais déjà un feu brûler sous ma peau. J'ai enfilé mon manteau noir, celui que je portais aux enterrements. Et dans un sens, c'en était un aussi, l'enterrement d'une illusion. Dans mon sac, j'ai glissé mon carnet, ma pièce d'identité et la clé du coffret à la banque. Puis, d'un pas décidé, je suis sortie, refermant derrière moi la porte de la maison qu'ils convoitaient déjà comme des vautours. J'ai marché dans les rues calmes de Verdun, la tête haute malgré la bise qui me fouettait le visage. Je suis entrée dans le cabinet d'un notaire que je connaissais de nom, Maître Leroy. Un homme sec, élégant, dont la réputation était sans faille. Il a levé les yeux de son bureau quand il m'a vu entrer et m'a salué avec ce ton respectueux qu'on réserve encore aux vieilles dames de province. « Madame Thibault, asseyez-vous donc. Que puis-je faire pour vous ?» Je lui ai montré les papiers que j'avais découverts, ceux qu'ils avaient préparés dans mon dos. Je lui ai raconté calmement ce que j'avais surpris, ce que j'avais deviné, et il a hoché la tête grave. « Vous avez bien fait de venir me voir, madame. Il n'est pas rare malheureusement que des enfants s'anticipent sur ce qui leur revient. Mais tant que vous êtes pleinement capable de décider, personne ne peut vous forcer à rien. » Il m'a écouté longuement, sans m'interrompre. Puis, ses yeux dans les miens, il a dit d'une voix douce mais ferme « Je peux vous aider à reprendre la main, à protégez-vous bien. Mais il faudra être discrète et déterminée. » Je le suis, ai-je répondu sans hésiter. Nous avons passé plus d'1 heure ensemble à bâtir un plan. Un vrai plan, pas une défense improvisée. Un acte de vente préparé dans la plus stricte confidentialité, à une société civile immobilière dont je serai l'unique associé et gestionnaire. La maison resterait légalement à moi, mais d'une façon qui la mettrait hors d'atteinte de leur manigance.
Nous avons également mis à jour mon testament et surtout nous avons déposé sous pli scellé une déclaration d'intention expliquant ce que je savais de leur pression, datée et signée. En cas d'attaque contre ma capacité mentale, cette pièce deviendrait une arme redoutable. Quand je suis ressortie, il pleuvait, mais je sentais en moi une étrange légèreté, comme si une partie du poids qui m'écrasait depuis des années venait de s'envoler. J'ai marché lentement jusqu'à la banque. Là-bas, j'ai ouvert mon coffret. Dedans, il y avait encore quelques bijoux de Philippe, une montre, une photo de notre mariage et l'acte d'achat de la maison. J'ai remis le tout dans un nouveau dossier soigneusement étiqueté, avant de confier le coffret à la banque avec des instructions précises pour le jour où je ne serai plus là. Puis je suis rentrée chez moi. J'ai remis ma clé dans la serrure avec un petit sourire. Tout était toujours à sa place, mais plus rien n'était pareil. Cette maison, ces murs, ce jardin, ils redevenaient à moi, et seulement à moi. Le soir même, ils sont venus comme prévu. Sophie d'abord avec ce sourire forcé qui commençait à se fissurer, puis Olivier, le portable à la main, et enfin Julien, silencieux mais déjà sur le qui-vive. Ils s'étaient donné rendez-vous ici, croyant que j'allais enfin céder, enfin signer leurs papiers. Je les ai accueillis avec un calme glacial. Je leur ai servi du thé, comme toujours. Ils se sont assis impatients et échangeant des regards complices. Et moi, sans dire un mot, j'ai posé sur la table le dossier qu'ils avaient laissé dans le buffet. Lentement, je l'ai ouvert devant eux. J'ai effleuré la page de mon nom, puis je l'ai refermé et l'ai repoussé vers eux. « C'est cela que vous vouliez ?» ai-je demandé d'une voix parfaitement neutre. Le silence a été brutal. Sophie a pris la parole première. « C'est juste pour t'aider, maman. Tu sais bien que j'ai levé la main et je l'ai interrompue. Je n'ai pas besoin d'aide. » Puis d'une voix plus basse, glaciale, « Je n'ai jamais eu besoin de votre permission pour vivre. Et je n'aurai jamais besoin de votre permission pour mourir non plus. » Leurs regards se sont détournés, méfiants. Ils ne comprenaient pas encore ce qui venait de se passer. Ils croyaient encore que je bluffais, et c'était parfait. Ainsi, je les ai laissés repartir avec leurs papiers sous le bras, plus nerveux qu'à leur arrivée. Dans le hall, j'ai entendu Olivier murmurer à Sophie « Et il faudra qu'on trouve une autre solution. » Je les ai regardés franchir le portail, et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu envie de rire. Ils avaient cru me piéger dans mes propres murs, mais ces murs m'appartenaient, et désormais, plus rien ne les offrirait à eux. Ils ne savaient pas qu'en signant leur duplicité ce soir-là, ils avaient aussi signé leur défaite. Le jour où tout s'est retourné est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. À peine 3 semaines après cette soirée où je les avais laissés repartir, ils ont osé. Peut-être pensaient-ils que mon silence était de la fatigue, que ma politesse cachait une résignation. Peut-être avaient-ils oublié qu'on n'écrase pas impunément une femme qui a passé sa vie à se relever. Ce lundi-là, vers 10h du matin, la sonnette a retenti. Je suis allée ouvrir et j'ai trouvé 2 hommes en costume sur le perron, accompagnés de Olivier et de Sophie, qui se tenaient un peu en retrait. Les 2 hommes se sont présentés comme étant de la tutelle départementale. Leur ton était mielleux, mais déjà condescendant. « Madame Thibault, nous sommes ici pour examiner votre situation. Vos enfants se sont inquiétés pour votre santé, votre autonomie. Nous avons convenu de passer ce matin pour discuter d'éventuelles mesures de protection juridique. » J'ai regardé Sophie, puis Olivier. Elle avait ce petit sourire, celui qui disait « Tu vois, tout se passe comme prévu. » Il m'a semblé que la pièce sentait la poudre, comme avant un tir. Je les ai fait entrer sans rien dire et les ai installés dans le salon. Je me suis assise en face d'eux, les mains jointes. Le plus âgé des 2 messieurs a commencé à égrener des phrases toutes faites. Inquiétude légitime, préserver votre patrimoine, éviter les abus. Il sortait déjà un formulaire à remplir, une demande de mise sous protection judiciaire pour que Sophie soit désignée comme gestionnaire de mes biens. C'est alors que j'ai pris la parole, d'abord calmement. J'ai conscience de mon âge et de mes droits. Vous devriez vérifier vos dossiers avant d'aller plus loin. Ils se sont arrêtés, un peu décontentionnés. Je me suis levée et tiré d'une chemise posée sur la table les documents préparés avec Maître Leroy. Je les ai posés devant eux. Tout était là. La constitution de ma société civile et immobilière, le Nouveau Testament, la déclaration datée expliquant les pressions exercées sur moi et un courrier signé du notaire signalant que toute tentative de contestation serait transmise au procureur de la République comme abus de faiblesse. Je les ai laissés lire. Le plus jeune a dégluti. Le plus âgé s'est raclé la gorge. Olivier et Sophie ont pâli à vue d'œil. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas eu besoin. Le silence de cette pièce faisait tout le travail pour moi. Leur sourire s'est éteint. Ils ont compris. Quand enfin le plus âgé a relevé la catte, il a dit d'une voix mal assurée « Nous allons revoir la situation avec le notaire. » J'ai esquissé un léger sourire. « Faites-le donc. Je vous souhaite une bonne journée, messieurs. » Je me suis levée et je leur ai ouvert la porte. Olivier n'a pas osé me regarder en sortant. Sophie a bredouillé un « On voulait juste ton bien » qui se n'est cru. Je n'ai pas répondu.
J'ai fermé la porte derrière eux sans un mot. Le soir même, Maître Leroy m'a rappelé pour m'informer qu'il avait reçu un appel de leur avocat. Ils retiraient leur demande de mise sous tutelle. Sans explication, sans excuse, juste la queue entre les jambes. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée par la poste, signée de la main tremblante de Olivier. Une page d'excuses maladroites, parlant de malentendus, de soucis financiers, de peur pour mon avenir. Je l'ai pliée soigneusement et rangée dans la corbeille à papier entre une publicité pour des matelas et un vieux prospectus. Puis j'ai allumé la cheminée. Je me suis assise dans mon fauteuil avec un livre et j'ai respiré. Un souffle long, profond, comme si enfin le poids sur mes épaules s'était envolé. Je n'avais pas besoin de cris de scène. Il m'a suffi de rester droite et de leur montrer qu'ils s'étaient trompés sur moi, qu'ils avaient sous-estimé celle qui les avait élevés. Et ce soir-là, pour la première fois de bien longtemps, j'ai dormi profondément, le cœur tranquille, parce que la justice parfois se rend dans le silence d'une maison, et parce que ce silence-là avait enfin parlé pour moi. Le printemps est revenu sur Verdun, avec ses journées claires et ses nuits plus douces. Dans le jardin, les rosiers refleurissent comme ils le faisaient chaque année, sans se soucier de tout ce que la maison avait traversé. Moi non plus, je ne me souciais plus de ce qu'ils pensaient. C'était fini. J'avais vendu la maison à ma propre société, comme prévu. Les papiers étaient signés, les comptes bloqués, les protections légales mises en place. Ils n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Je savais qu'ils avaient tenté à plusieurs reprises de reprendre contact. Sophie avait appelé, laissant des messages hésitants sur mon répondeur. Olivier avait même écrit une lettre plus sèche que la précédente, avec une note voilée d'amertume. Julien, lui, ne s'était pas manifesté. Je n'ai rien répondu à aucun d'eux. Je n'avais pas déménagé tout de suite, mais petit à petit, j'avais vidé, rangé les photos dans des cartons, donné ce que je ne voulais plus. Un matin de mai, j'ai fermé la porte une dernière fois, et j'ai tendu les clés au notaire chargé de gérer ma société. La maison resterait dans la famille, sur le papier, mais pas dans l'allure. Je me suis installée dans un petit appartement lumineux en plein centre, au 3e étage d'un immeuble ancien. Une vue magnifique sur la Meuse et juste assez de place pour moi et mes souvenirs. Personne ne savait que j'étais là. Et c'était parfait ainsi. Les premières semaines, j'ai réappris à vivre à mon rythme, à me lever sans peur d'entendre la sonnette, à faire mes courses sans croiser leur regard méprisant. J'ai rencontré quelques voisins, des retraités comme moi. Une dame d'à côté m'a prêté un roman. Un monsieur m'a proposé un café sur son balcon. J'ai découvert la petite librairie au coin de la rue, où la propriétaire me parle toujours comme à une amie de longue date. Et puis j'ai recommencé à aller marcher le long des quais, à sourire aux passants, à sentir la chaleur du soleil sur mon visage. Je me sentais légère, presque neuve, et pour la première fois depuis des années, je pouvais enfin respirer sans cette sensation d'étau sur la poitrine. Une fois en descendant acheter du pain, j'ai croisé Sophie sur la place du marché. Elle m'a vue, elle a figé un instant, la bouche entr'ouverte, puis elle a détourné les yeux. Elle n'a pas osé venir vers moi. Je n'ai rien dit non plus. Elle est partie d'un pas vif, et moi, j'ai continué mon chemin, la tête haute. Je n'ai jamais revu. Je n'aurais jamais pardonné. Et je n'en éprouve ni fierté, ni honte. Simplement, je sais désormais qu'il y a des blessures qu'il vaut mieux laisser fermer. La dignité ne se mendie pas, et je n'ai plus rien à leur donner. Ce soir, en regardant le ciel se teinter de rose au-dessus de la rivière, j'ai pensé à Philippe, à ses mains fortes, à sa voix rassurante, à ce qu'il m'aurait dit en voyant ce que je suis devenue. Je crois qu'il aurait souri. Il aurait su lui aussi que la paix ne dépend pas des autres, mais de la force qu'on trouve en soi. J'ai pris une grande inspiration, et dans la lumière tombante, je me suis permise de murmurer « Le silence peut aussi être une forme de justice ». Et cette fois, c'était ma voix qui résonnait dans la nuit, claire et sûre, enfin libre. L'histoire de Hélène est un rappel poignant que la dignité n'a pas d'âge et que la plus grande force ne se mesure pas en cris, mais en actes. Elle n'a pas cherché la vengeance, mais la justice. Elle n'a pas répondu à la cruauté par la haine, mais par une stratégie silencieuse et réfléchie
qui lui a permis de reprendre le contrôle de sa propre vie. Son parcours est un message d'espoir pour toutes celles et ceux qui se sentent parfois oubliés, méprisés ou considérés comme un fardeau par leurs proches. Il nous prouve qu'il n'est jamais trop tard pour se relever, pour protéger ce qui nous est cher et pour faire entendre sa voix, même à travers le silence. Si cette histoire de courage et de résilience vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à rejoindre notre communauté en vous abonnant. Et vous, que pensez-vous de la réaction de Hélène ? Laissez votre avis en commentaire, je lis chacune de vos histoires. N'oubliez jamais, parfois le silence est aussi une forme de justice. Prenez soin de vous, et à la prochaine fois.